Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes tous autour d'un thé. Nous avons aujourd'hui l'immense honneur de recevoir M. Mouhidine Seif. M. Mouhidine Seif va prendre le temps de nous parler de son parcours, de se présenter, et tout ça autour d'un thé. Donc, sans plus attendre, M. Mouhidine, est-ce que c'est M. Mouhidine ou M. Seif? Donc, moi, mon prénom, c'est Mouhidine. Seif, c'est mon nom de famille. D'accord. Alors, M. Seif, quel est l'intitulé de votre métier aujourd'hui? Donc, moi, je suis ingénieur de formation en mathématiques appliquées. Et donc, j'ai créé une entreprise qui est dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est à l'intersection de l'intelligence artificielle et les ressources humaines, justement, et qui s'appelle anciennement Reminder et qui a été renommé HRFlow. D'accord. Et quel genre d'études permet d'y accéder, même si vous l'avez brossé rapidement? Donc, par rapport à mon parcours, donc moi, j'ai eu une scolarité qui était normale, j'ai démarré donc en Mauritanie, en Mauritanie, j'étais à l'école Baraka. Donc, je sais pas si oui, ça me dit quelque chose. Vous connaissez. Donc, moi, j'y ai passé, au fait, 11 ans au total. Je me suis spécialisé en série C, donc la série qui est affiliée, au fait, aux mathématiques. Oui. À la suite de cela, j'ai pu avoir l'opportunité d'aller au Maroc pour faire des classes préparatoires d'entrée aux grandes écoles. Et suite à cela, j'ai intégré l'école centrale Paris en 2011, qui fournit au fait au début un tronc commun, c'est le but de la première année, et qui permet au fait aux étudiants de choisir un peu leur parcours à la carte en deuxième année, avant vraiment une spécialisation en troisième année. Donc moi j'avais pris très rapidement, j'ai pris l'option mathématiques appliquées, et en année de césure, l'école fournit au fait aux étudiants la possibilité d'effectuer une année hors cursus, soit en stage en entreprise, soit dans un cadre associatif. Donc, moi, j'ai décidé, au fait, de dédier cette année à la création de l'entreprise. Voilà. Donc, j'ai commencé Reminder à l'époque assez tôt. Et puis, j'ai fait d'autres doubles diplômes dans le même, en tout cas, la même filière. Et voilà. Très rapidement, vous avez choisi cette filière-là tout de suite. C'était quelque chose que vous aviez mûri très tôt ou... Disons qu'en fait, depuis que j'étais assez petit, j'avais, je pense, une certaine facilité avec les mathématiques. Donc, j'adorais les mathématiques, j'adorais les sciences, en fait, les sciences assez théoriques ou appliquées, par exemple, comme de la physique. Et je me suis toujours orienté vers ce qui me permettrait d'avoir toujours le maximum de choix. Donc, c'était mon critère de choix. Donc, j'ai essayé même si j'avais une idée de ce que je voulais faire, je me suis orienté vers des parcours qui me donnaient le maximum de choix. Donc après en tout cas disons le baccalauréat, les classes préparatoires, c'était ce qui me permettait d'avoir en tout cas un maximum de choix de spécialités au fait derrière, parce qu'il y a des banques d'écoles qui renforment en fait des spécialités très diverses et variées. Et suite aux classes préparatoires, j'ai également choisi l'école centrale parce qu'elle permettait de pouvoir accéder à plusieurs justement disciplines différentes, pouvoir les tester, voir si on a envie de se projeter dans telle ou telle discipline. Et suite à cela, en tout cas, mon choix pour les mathématiques, il a pu être confirmé. Donc, j'ai longtemps hésité entre les mathématiques quand même et entre tout ce qui était physique statistique, mais ça s'est confirmé parce que ça me permettait en tout cas, de faire des choses qui soient en relation avec le quotidien des gens qui m'entourent. D'accord, ok. Et donc, si j'ai bien compris, très rapidement, vous avez eu cet esprit entrepreneurial, et donc vous avez créé très rapidement Reminder. Alors, pourquoi l'entrepreneuriat tout de suite? Pourquoi l'entrepreneuriat, en fait, tout de suite? Pourquoi l'entrepreneuriat tout de suite? C'est parce que j'avais une certaine problématique, en tout cas, qui me tenait à cœur, qui était celle de l'emploi, celle le fait de pouvoir mettre à la technologie à disposition des personnes pour leur permettre, au fait, de se réaliser professionnellement. Et donc, c'était une problématique qui n'était pas adressée. Moi, j'ai mon père qui avait participé à la création de Pôle emploi en Mauritanie, donc l'ANAPEJ, il y a à peu près une vingtaine d'années. Donc, les sujets d'emploi ont toujours été des sujets de famille en quelque sorte. Et donc, j'ai toujours essayé de faire le lien entre ce que je savais faire et ce que j'aimais faire. Comme la problématique n'était pas adressée, pour moi, en fait, l'entrepreneuriat a été un choix, disons, par défaut, pour pouvoir me consacrer
à 100% à adresser au fait une problématique en particulier, tout en s'autofinançant. Donc, par exemple, il y a certains qui hésitent entre le fait de faire de ce qu'on appelle du social entrepreneurship, donc l'entrepreneuriat social ou de créer une entreprise. Moi, j'étais très inspiré par le modèle américain de manière générale, parce que c'est un modèle où les gens créent une entreprise justement pour répondre à une problématique qui leur tienne absolument en fait à cœur. Et ce qui est bien avec l'entrepreneuriat, et c'est là où le modèle de l'entrepreneuriat social a beaucoup de problèmes, c'est que c'est extrêmement difficile d'engager des gens, en tout cas des volontaires, sur du long terme avec une activité qui ne soit pas rémunérée. Et donc aujourd'hui, au fait, l'entreprise, au fait, le permet. Ok, parfait. Et quelles sont aujourd'hui les évolutions de votre structure parce qu'aujourd'hui, vous avez changé de passer de Reminder à... vous l'avez noté tout de suite. Quelle est l'évolution de votre structure aujourd'hui? Par rapport à l'évolution, en fait, on a choisi le nom HRFlow parce que ça permettait de... HRFlow.ai parce que ça permettait de... disons d'avoir moins d'argent à dépenser sur le marketing parce que le nom en fait il parle tout de suite. Donc espace publicitaire, on est souvent en fait limité par le nombre de caractères et donc on a choisi le nom parce que en fait il est parlant, il parle de lui-même et il dit exactement ce qu'on fait. Et donc aujourd'hui le service qu'on fournit, c'est un service qui fournit des technologies d'intelligence artificielle pour analyser des flux de données RH. Donc HRFlow.ai, c'était le bon nom. Donc on y a longtemps pensé, réfléchi. Vous savez qu'on devait changer de nom depuis un certain temps et on a attendu d'avoir le bon nom justement qui était proposé par une personne en interne pour pouvoir faire le passage. Top. Merci beaucoup. Et là, on va passer sur des questions un peu plus perso pour un petit peu connaître qui est Monsieur Save. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Qu'est-ce qui me fait lever le matin? C'est parce que j'aime ce que je fais. Déjà, je pense que le fait d'avoir choisi ce qu'on fait, ça certainement ça a aidé. C'est que voilà, HRFlow limite mon emploi. Je me suis créé mon propre emploi, donc en tout cas, j'ai pas de prétexte de ne pas aimer ce que je peux faire. Donc par construction, c'est quelque chose qui me motive et puis c'est quelque chose donc qui me permet d'appliquer ce que je sais faire et qui a un impact au fait sur les personnes et au-delà de la motivation, ce qui nous permet au fait de persister sur le long terme, c'est vraiment l'impact qu'on peut avoir sur la vie des employés qui candidatent à des métiers et on leur permet d'accéder au fait à certains postes qui peuvent paraître à première vue assez lointains et le fait de permettre au fait aujourd'hui à des recruteurs de pouvoir dénicher des perles rares en fait en interne dans les entreprises. Donc c'est vraiment cet impact qui nous anime. Ok. Et comment décrirez-vous votre journée à un enfant? Je ne sais pas si vous avez un enfant ou des petits neveux, petites nièces. Comment vous leur décririez votre journée de travail? Ma journée de travail, au fait, elle est. Donc, j'essaie de m'organiser, au fait, un maximum, au fait, possible. Maintenant, par rapport à ce que je fais, en fait, je prends de plus en plus de recul par rapport à la partie, en fait, technique, parce que, en fait, j'ai un directeur technique qui gère directement cette partie-là. Quand on commence, en fait, à créer son entreprise, en fait, on est amené à faire plusieurs choses et petit à petit, on est amené à s'occuper, en fait, disons, des tâches qui restent où il y a, par exemple, un gap de compétences ou certaines décisions très stratégiques, en fait, responsabilité à prendre. Donc, par rapport à la journée de travail, disons, c'est assez aléatoire. Donc, il y a un axe, disons, principal. Donc, les tâches sont quand même définies en avance avec des agendas et des objectifs, en fait, mensuels, trimestriels. Mais du jour le jour, en fait, en fonction des aléas, les choses peuvent changer. Parfait. Et si vous pouviez changer quelque chose dans votre poste de travail aujourd'hui, ce serait quoi? Ce serait quoi? Qu'est-ce que je pourrais changer dans mon poste? Globalement, en fait,
Mon rôle, c'est d'essayer au maximum de changer mon poste. C'est ce que j'essaie de faire depuis le début. Quand vous commencez, par exemple, une startup où vous êtes, par exemple, tout seul, vous êtes des cofondateurs, vous êtes extrêmement chargé. Et je pense que le rôle, des membres dirigeants, c'est de se faire rendre remplaçable le maximum possible. Et c'est ce que j'essaye, de faire. J'essaie de me faire rendre remplaçable. Au début, c'était sur la partie commercial, parce que j'étais ingénieur de formation, sur la partie technique, sur la partie produit, et prendre du recul petit à petit pour s'occuper d'autres parties. Donc mon rôle du jour le jour, c'est rendre mon métier remplaçable et modifiable. Voilà. En permanence, en fait. En permanence, d'accord. Ok, top. Et quel conseil donnerez-vous à un nouveau recrue, par exemple? Vous avez certainement dans votre entreprise recruté des juniors ou bien des stagiaires. Quel est le conseil que vous leur donnez à ces personnes-là? Par rapport au conseil, que je donnerais par rapport à… ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on rejoint une entreprise, on rejoint un collectif. Au-delà des capacités techniques, aujourd'hui, quand on sort, par exemple, d'école, souvent, on est formé par rapport à des compétences qui sont fraîches, et c'est vrai qu'il peut être en adéquation avec le monde de l'entreprise. Mais ce qui va être aussi important, c'est le fait qu'on rejoint un collectif, et il faudrait pouvoir s'acculturer à la culture du collectif. Et donc, en général, je dirais, c'est la principale aussi, disons, cause d'échec sur le très très long terme, pour entrer sur le moyen terme. Et donc, il faut juste s'assurer que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, que le collectif, d'un point de vue humain, correspond également, et qu'on se projette par rapport à la mission et à la mission d'entreprise. Parfait. Et quelle est la dernière fois où vous avez ri aux larmes? Quelle est la dernière fois où vous avez vraiment ri aux larmes? Je dirais pas vraiment rire aux larmes, mais en tout cas, on rigole tous les jours. Donc, ce qui permet d'éviter des pics, c'est que comment dirais-je, disons qu'on étale le rire sur la durée, au lieu d'avoir des pics de temps en temps. Donc, on rigole tous les jours, et ça rejoint le point sur le collectif. C'est super important d'avoir un collectif qui soit extrêmement soudé. Et par exemple, moi, un point qui est important pour moi lorsque je recrute typiquement un manager, c'est le fait de me dire, j'ai envie de partir, par exemple, j'irais bien en vacances avec cette personne-là. Et donc, pour moi, c'est l'un des critères forts aussi du recrutement. Et quand on a envie de passer des vacances avec quelqu'un, c'est certainement qu'on a envie de rigoler avec cette personne, et que, en tout cas, ça aille au-delà il faut qu'il y ait un lien très fort qui soit installé. Top. Et en 3 mots, comment décrirez-vous votre rôle aujourd'hui? Mon rôle, c'est traiter les sujets urgents, donc traiter les sujets urgents tout en gardant un cap sur le long terme, et me rendre remplaçable le maximum de fois. Exactement. Ok. Et est-ce que vous avez un mentor? Oui, j'ai des mentors. J'en ai d'ailleurs plusieurs. Je pense que c'est un point qui est très important, le fait d'avoir à la fois des exemples de modèles, et aussi des mentors. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, quand j'étais petit, mes modèles, vu qu'en Mauritanie, malheureusement, on n'avait pas énormément de personnes, en tout cas de success stories, à l'époque, ça a été tout de suite les personnages de dessins animés. Donc, c'était un peu les modèles. Et puis, petit à petit, ça a été des entrepreneurs inspirants qui ont eu des débuts, disons, très difficiles, ou avec peu de moyens, et qui ont réussi, à aller très, très loin. Voilà. Vous pouvez nous donner un nom comme ça qui vous vient en tête?
Je pense qu'il y a énormément. Il y a des personnes, par exemple, comme Elon Musk, il y a des Elon Musk, il y a des Steve Jobs. Donc, il y a énormément d'exemples, en fait, qu'on peut donner et qui sont extrêmement, en fait, inspirants. Et par rapport au mentor, je pense que c'est extrêmement important. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas, l'une des grosses difficultés, au fait, dans l'entrepreneuriat, c'est que quand on n'est jamais formé, en fait, on n'est jamais formé pour l'entrepreneuriat. La meilleure façon d'entreprendre, ce n'est pas de faire, je pense, en tout cas, pour moi, faire un master spécialisé, en fait, en entrepreneuriat, mais vraiment, en fait, de se lancer et d'apprendre, en fait, sur le terrain. Mais en tout cas, ce dont on se rend compte très rapidement, on a l'impression que au début, que c'est une expérience qui est très solitaire, mais on se rend compte qu'il y a énormément de personnes, en fait, qui sont passées exactement par les mêmes erreurs et par les mêmes problématiques. Donc, il y a deux manières de faire. En fait, il y a les bouquins. Il y a aujourd'hui énormément de personnes, par exemple, qui décrivent au fait des biographies. Donc, moi, je conseillerais de lire des biographies. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Autrement, en fait, il faut s'entourer de personnes qui sont déjà passées par là. Et aujourd'hui, au fait, moi, mes mentors, c'est mes investisseurs. En fait, j'ai une dizaine d'investisseurs en fait qui ont investi dans HRFlow. Donc ça a été tous au fait des investisseurs en fait stratégiques, dans le sens où c'était des personnes qui étaient à la fois expérimentées, qui pouvaient m'aider au fait à grandir de manière personnellement. Et donc c'était des gens, donc c'était pas que du dark money, c'était vraiment du smart money. Top. Et quel est aujourd'hui votre plus bel accomplissement personnel? Donc, le plus bel accomplissement personnel, si je sors en fait du cadre de Reminder ou donc HRFlow, ça va être, par exemple, il y a 6 ans maintenant, ou 7 ans exactement, avec un autre camarade mauritanien qui était plutôt à Centrale-Île. On avait créé l'association des Mauritaniens en fait en grande école, et ça partait du fait du manque, en tout cas criant, de personnes, par exemple d'origine mauritanienne, qui n'arrivaient pas à intégrer les grandes écoles et qui échouaient au fait leur prépa. Moi, par exemple, je me rappelle quand j'avais intégré la prépa, on était 10. Donc les 10 premiers du pays à aller au Maroc pour faire la prépa. Il y en a 3 seulement en fait qui ont réussi leur passage à la deuxième année, et j'étais le seul en fait disons intégrer Centrale. J'étais le 7e à intégrer Centrale. À l'époque, il y avait un seul X. Donc c'est Ousmane Khan, le ministre, depuis la création de Polytechnique. Et donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer une association qui permettra à plus de personnes, en tout cas accompagner les étudiants pour pouvoir le faire. Et le plus grand accomplissement, je dirais, qu'on a pu avoir, c'était d'arriver au fait à convaincre le gouvernement mauritanien à créer des classes préparatoires au fait en Mauritanie, parce que ça permettait aux gens au fait donc il y a une grosse, aujourd'hui, disons que l'un des principaux problèmes d'échec scolaire des étudiants mauritaniens à l'étranger, c'était toujours question de culture. Donc on a en fait aujourd'hui une sorte de culture mauritanienne qui est extrêmement protectrice au fait des personnes, avec une très très grande solidarité, ce qui fait que lorsque les personnes au fait arrivent, par exemple rien qu'au Maroc, en fait ils se retrouvent complètement abandonnés, délaissés, avec une culture qui est très différente. Et donc ça conduit souvent en fait à un repli ou à un échec scolaire. Et donc l'idée était devenue, c'est de dire pourquoi on ne créerait pas en fait les mêmes conditions que la prépa, mais en Mauritanie, pour permettre en fait aux gens d'intégrer des classes préparatoires, des grandes écoles, non seulement en fait, en tout cas en Mauritanie, il y en avait pas beaucoup, il y en avait 3 à l'époque, mais aussi au fait à l'étranger. Et aujourd'hui, depuis à peu près disons 2014, on en a plus d'une quinzaine, une vingtaine de Mauritaniens qui ont intégré au fait Polytechnique, dont il y a à peu près 2 ans la première fille mauritanienne qui a intégré dans l'histoire Polytechnique. Donc ça, je dirais que ça c'est le plus gros accomplissement personnel au fait que j'ai. Et il y a un autre point qui disons le deuxième point qui me tient absolument en fait à cœur, et que c'est de voir comment maintenant, après avoir en tout cas mis en place en fait une sorte de structure pour accompagner en fait les élites, comment on peut aider ceux qui échouent par exemple au bac. On a à peu près 95% de taux d'échec
en Mauritanie, Malheureusement. Ouais. malheureusement au bac. Et c'est un pic, en fait. Donc, ça arrive à la fin, c'est que les gens sont poussés de wagon en wagon jusqu'à la fin de leur scolarité et puis ils se retrouvent face à un mur. Et aujourd'hui, on a malheureusement, localement, les universités ne sont pas en capacité d'accueillir, en fait, tout le monde. Donc, et le plus frustrant, c'est que ces personnes n'ont ni la possibilité d'intégrer des universités ou avoir des locales ou avoir en tout cas des alternatives, ni ils n'ont le bac qui est un passeport pour aller en tout cas à l'étranger, etc. Exactement. Et donc en fait, c'est des générations qui sont condamnées et en fait et sacrifiées. Et l'un des points en fait, en tout cas que j'espère qu'il pourra se développer et qu'on est en train de voir actuellement avec même le ministre de l'Emploi en Mauritanie, c'est comment introduire par exemple l'apprentissage au fait du code très très tôt dans l'école, ou mettre en place par exemple en Mauritanie des initiatives comme par exemple l'école 42 pour qui permet aujourd'hui en France en fait de recueillir beaucoup de personnes hors scope scolaire et donc ces personnes, une fois ils finissent leur scolarité, ils finissent avec des salaires à 35 000 euros l'année à l'entrée, et s'ils se mettent en freelance, ils peuvent commencer à 300 euros pour aller. Moi, je connais par exemple quelqu'un qui était à l'école 42 qui aujourd'hui, en fait, depuis une île, il est à Malte, il facture ses 700 euros par jour et il est tranquille. Et donc c'est une façon en fait de décharger aussi le gouvernement, parce que pour moi, c'est pas au gouvernement en fait de tout faire, de décharger le gouvernement, créer une structure qui permettra d'accompagner en fait les personnes et mettre ces personnes-là sur un marché qui est international, qui est capable en fait de les absorber, si la capacité locale ne le permet pas. Top, c'est excellent. Et quelle est votre philosophie de vie? Quelle est ma philosophie de vie? De vie. Ma philosophie de vie, c'est en fait, j'essaie de faire toujours le meilleur en fait de moi. Je souhaite laisser une trace en fait j'espère de mon passage sur Terre, et donc c'est les deux choses qui m'animent, c'est faire les choses bien et faire en sorte de laisser une trace. Okay. Et quel a été l'impact du Covid sur votre activité aujourd'hui? Donc l'impact du Covid sur notre activité. Donc nous en fait ce qu'on fournit en fait aux entreprises, on fournit en fait une technologie qui permet de faire plusieurs traitements différents. Donc les traitements, ils vont s'opérer sur les données RH. Donc par exemple, on va être capable en fait de structurer les données, par exemple à partir d'un CV, d'une fiche de profil, pour reconnaître par exemple les compétences qui sont dedans, les noms d'entreprise, les expériences, etc. Donc structurer l'information. On a une brique qui permet d'enrichir l'information. On a une brique qui permet de qualifier, de rendre la donnée recherchable. Et donc en fait, c'est un peu ces différentes pièces de puzzle que les entreprises peuvent agencer pour créer différents cas d'usage. Donc le cas d'usage en fait qu'on avait principalement en fait par exemple avant le Covid, c'était pas mal de cas d'usage qui étaient très orientés recrutement, processus de recrutement. Donc en fait les entreprises nous utilisent pour un peu s'interfacer avec tous les job boards, tous les sources en fait de profils de candidats, aspirer la donnée automatiquement, la traiter et la centraliser avec le récit RH pour améliorer l'expérience candidat, l'expérience aussi recruteur et améliorer la productivité. Et depuis Covid, en fait, on a une explosion de cas d'usage autour de tout ce qui est mobilité interne, gestion des compétences. Parce que comme les entreprises, là, pour la plupart, ça dépend des secteurs. Par exemple, on a les secteurs de tout ce qui est retail qui a commencé, par exemple, en tout cas, grande distribution qui recrutait au fait énormément pendant ou livraison qui recrutait énormément pendant cette période-là. Donc, ils ont continué avec les cas d'usage assez classiques. Mais on avait de l'autre côté, au fait, les entreprises qui, elles, ont arrêté, par exemple, au fait, de recruter et qui voulaient, par exemple, éviter coûte que coûte les licenciements. Donc, je prends l'exemple d'une entreprise, par exemple, au fait, comme Safran, avec laquelle on travaille, et qui était passé, par exemple, à peu près de 8000 recrutements en fait initialement prévus, un engagement qui s'est transformé pour dire, en fait, notre objectif au fait cette année, c'est de faire 0 licenciement, malgré au fait les vagues de crise successives au fait qui ont tapé un peu le secteur aéronautique dans le monde entier, avec 737 Max, donc l'arrêt des vols, etc. Et donc pour réaliser en tout cas cet objectif-là, aujourd'hui, en fait,
ils sont appuyés sur nos technologies pour identifier les talents et en interne pour des postes à pourvoir et aussi pour réaffecter au fait les compétences sur d'autres métiers. Donc, par exemple, aujourd'hui, je suis, un exemple assez simple, je suis développeur en fait informatique. Il manque un poste de data scientist. Au lieu de le recruter à l'externe, je vais voir chez les développeurs quel est celui qui se rapproche le plus, voir s'il n'y a pas, par exemple, en fait, un gap de compétences et détecter le gap, former la personne et recruter la personne en fait en interne. Top. Ça c'est top. Vous avez peut-être quelque chose. Vous avez. Non, c'est bon. Non, c'est tout. Ok. Et là, c'est vraiment une question qui me tient beaucoup à cœur. C'est la lutte contre l'immigration clandestine. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout dans notre région, qui prennent le bateau, qui prennent le désert pour venir s'échouer dans la Méditerranée. Quel conseil vous donneriez, conseil, disons, pratique, quelque chose qu'on pourrait mettre en place aujourd'hui pour endiguer cette vague-là? Ouais. Je connais pas exactement les statistiques par rapport à la Mauritanie. J'ai l'impression que, en tout cas, que nous de notre côté, en Mauritanie, on a des statistiques qui sont un peu plus faibles que les pays, au fait, qui nous entourent, de manière générale. Et je pense que ça vient aussi de disons, de la solidarité, disons, familiale, sociale qu'on peut avoir, en fait, au niveau du pays. Mais de manière générale, que ce soit, par exemple, le Maroc, où, en fait, il y a le bac et il y a le venir en Europe, par exemple, c'est un objectif. Donc par exemple, dans les pays où c'est un rêve, en fait, d'enfance. Malheureusement, c'est des choses, c'est extrêmement difficile. Ce qui est sûr, c'est que l'herbe n'est pas verte ailleurs. En tout cas, c'est pas toujours le cas. Moi, je connais des personnes, en tout cas, que je peux rencontrer dans mon quotidien qui ont pris le bateau pour venir en fait en France et qui se disent en fait j'aurais dû, si je savais je serais resté. Il y a aussi au fait des cas contraires où les gens sont très contents en fait d'être arrivés là. Je pense que c'est une décision qui est avant tout personnelle, qui est très courageuse, qui est extrêmement en fait difficile à prendre. Et je pense que là, c'est vraiment le rôle des gouvernements, en fait, de protéger, au fait, leurs citoyens et de leur créer, en fait, les conditions nécessaires pour pouvoir rester, en fait, dans le pays. Donc moi, en fait, on le fait tous, en tout cas plus ou moins. Moi, si je prends mon cas, moi j'ai grandi en Mauritanie et puis j'ai fait le Maroc et puis je suis arrivé aussi en France. C'est aussi parce que, au fait, ce que je fais aujourd'hui, au fait, ne serait pas possible, par exemple, au fait, en Mauritanie. Donc, voilà. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment le rôle, en fait, du gouvernement et c'est la responsabilité, au fait, des gouvernements. Et en tout cas, j'incriminerai pas. En tout cas, les personnes qui ont dû faire des sacrifices énormes. D'accord. En fait, là, c'était plus en fait une solution parce que on est dans une réflexion de dire, ok, le gouvernement aussi, ils essayent de faire quelque chose, ils n'y arrivent pas tout le temps, peut-être pas les moyens, pas par certaines volontés, mais nous, en tant que acteurs professionnels, des chefs d'entreprise et autres. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui installer? Vous avez dit tout à l'heure le système, par exemple, le modèle de l'école 42 en Mauritanie, ce serait vraiment quelque chose de top. On est en train de travailler avec des amis sur le même modèle, mais côté recrutement. Et pour faire quelque chose, en fait, installer quelque chose pour que les jeunes se disent, on a quelque chose juste à côté. On n'a pas besoin d'aller si loin et surtout de risquer notre vie, quoi. Je pense qu'au fait, il faut former les jeunes, il faut leur donner, au fait, il faut leur donner en tout cas les moyens d'avoir en fait une vie qui soit décente. Je pense que, par exemple, quelque chose de très simple en fait, quand on regarde en tout cas la moyenne d'âge des personnes en fait qui quittent
moi, je regardais une fois, en fait, on n'est pas très loin des 25 ans à peu près, 24-25 ans. Et aujourd'hui, par exemple, un truc tout con, mais l'âge limite d'intégrer l'université en Mauritanie, en fait, il est de 24 ans. Voilà. Et donc, je pense que voilà. Donc ça, c'est un point avec lequel en tout cas, nous, à l'époque, dans l'association, en fait, on était absolument pas d'accord. Et en fait, voilà, je pense que c'est une injustice, en fait, vis-à-vis des jeunes. Et je pense que ce qui est marrant, c'est un âge symbolique, en fait. C'est l'âge qui est limite d'université en Mauritanie. C'est exactement l'âge moyen des personnes, en fait, qui prennent le bateau. Donc, peut-être en augmentant cet âge un petit peu, il y aura des personnes il y aura moins de personnes qui partiront. Ouais. Et je pense que ça commence dès le collège, ça commence, en fait, dès le lycée, par la formation professionnelle. Et moi, je crois beaucoup, au fait, en l'apprentissage du code de manière générale. Et il y a, par exemple, des filières sur tout ce qui est design web, par exemple, tout ce qui est pour faire du HTML, CSS, etc., ou faire du JavaScript, qui sont pas très compliqués à faire. Et il y a pas mal de demandes. Et je pense que ça peut être un point d'entrée pour les gens, pour leur permettre, en fait, de gagner une dignité et savoir qu'ils peuvent être indépendants, même si ça sera tout un objectif et un apprentissage sur le long terme. Bien sûr, parfait. Merci beaucoup, Monsieur Seif. On arrive au moment où c'est vraiment le quartier libre, c'est vos 20 minutes. Et là, j'ai regardé un petit peu par rapport à votre parcours, et ce serait bien de nous parler un petit peu de l'intelligence artificielle dans le processus de recrutement. Donc, l'intelligence artificielle dans le processus de recrutement. Globalement, en fait, derrière le terme un peu intelligence artificielle, qu'est-ce qui se cache exactement? En fait, c'est tout un tas d'algorithmes à qui, en fait, on va apprendre à réaliser par exemple, des instructions, et la manière avec laquelle on va leur inculquer, en fait, cet apprentissage, c'est en leur montrant, en fait, quelque part des exemples et en leur donnant des objectifs. Donc, ça peut partir de ce qu'on appelle apprentissage supervisé, par exemple, je veux apprendre un algorithme, ce que c'est par exemple, une voiture, ou qu'est-ce que c'est que, par exemple, je sais pas, une chaise. Donc, on lui donne des datasets, ce qu'on appelle des datasets, donc des jeux de données, en fait, qui vont être labellisés voiture, labellisés chaise, et le système de lui-même, en fait, il va apprendre donc à généraliser à tous les types, par exemple, de voitures, même celles qui n'ont pas été créées. Donc, ils ont cette forte capacité de généralisation. Et ensuite, il existe d'autres, par exemple, disons, filières d'intelligence artificielle, comme tout ce qui est apprentissage non supervisé, apprentissage par renforcement, apprentissage adversarial, en fait, etc. Donc, nous, en fait, chez HRFlow, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on propose à peu près 6 briques technologiques, toutes basées sur l'intelligence artificielle. Donc, la première qui va, par exemple, permettre, à partir d'un CV, d'une offre d'emploi, automatiquement reconnaître, par exemple, les compétences, reconnaître les noms d'entreprise, reconnaître les intitulés de poste, les intitulés de métier, les détecter, les extraire pour pouvoir les intégrer de manière automatique dans des bases de données. Donc ça simplifie la vie aux recruteurs parce qu'ils ont pu faire le saisi à la main. Ça simplifie aussi la vie à un candidat. Aujourd'hui, un candidat, lorsqu'il postule chez une entreprise, la moyenne des candidatures, elle est de 23. Il postule 23 fois. Et donc, en fait, ça embêterait énormément le candidat d'aller sur chaque site, tout remplir manuellement, etc. Donc, par exemple, grâce à ce qu'on appelle, nous, le parsing, c'est automatique. Il vient, il glisse, dépose son CV et c'est automatiquement rempli, automatiquement, en fait, enregistré. On a une deuxième brique qui s'appelle le revealing. Cette brique, pourquoi nous l'avons créée? Ça part du constat très simple, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde ne sait pas faire un CV. Donc, tout le monde ne va pas se survendre ou bien savoir se vendre sur un CV. Aujourd'hui, par exemple, sur mon CV, vous avez, j'en ai un qui date par exemple, de 4 ans. Il y a une ligne qui dit que j'ai fait des mathématiques appliquées. Par contre, ça dit pas que j'ai fait du C, du Python, j'ai fait des statistiques, etc. Et donc, on a créé cette brique qui s'appelle le revealing. C'est une brique, en fait, d'autocomplétion qui a été entraîné sur des centaines de milliers, voire des millions d'exemples, en fait, de profils et de carrières, et qui va permettre d'une description incomplète de CV ou d'offre d'emploi, de prédire un peu les compétences, en fait, qui sont induites. Donc, et donc, ça va permettre soit à une personne de mieux rédiger son CV,
un recruteur de mieux rédiger son offre d'emploi, de mieux les déclarer. Et ça va éviter un peu des mismatchs parce que l'une des parties n'a pas cité les bonnes compétences. On a une troisième brique qui s'appelle le searching. Donc, c'est une brique de moteur de recherche sémantique qui est personnalisée, en fait, pour les données RH. Donc, il y a pas mal la plupart des moteurs de recherche, en fait, s'appuient, en tout cas, les plus récents s'appuient sur de l'intelligence artificielle. Et donc, l'intelligence artificielle va permettre, par exemple, de spécialiser, en fait, le moteur de recherche pour un domaine spécifique. Parce qu'il y a toute la partie compréhension de l'industrie. Aujourd'hui, l'industrie RH, donc, elle a une certaine structure, une certaine nomenclature. Aujourd'hui, si je dis que je fais du digital marketing ou du e-marketing, le système est censé comprendre cela. Et donc, ça fait qu'en fait, il faut spécialiser quelque part les technologies par rapport à l'industrie. On a une brique de scoring. Donc, c'est une brique qui va permettre de faire des recommandations. Aujourd'hui, par exemple, quand je sais ce que je cherche, je vais utiliser un moteur de recherche, je tape, il me ressort des résultats. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, comment faire pour accéder, par exemple, à des profils ou des offres d'emploi qui vont être cachés, dont je n'ai pas les bons mots-clés, par exemple. Le parallèle avec ça, c'est je veux regarder aujourd'hui, c'est ce qui a révolutionné, par exemple, Netflix, comment je sais quel film est bien pour moi sans l'avoir entièrement regardé. Typiquement. Et donc, Netflix, il va aller chercher, vous recommander, par exemple, des films que vous n'avez jamais vus, vous savez peut-être même pas qu'ils ont été tournés, mais qui sont intéressants par rapport à votre profil. Donc, c'est pareil, là, on a un moteur de scoring qui va aller chercher les opportunités, au fait, insoupçonnées. Et puis, au fait, on a une brique d'explicabilité et une brique qui permet de construire des modèles d'IA spécifiques pour les RH. Donc, en fait, c'est 6 briques différentes que nos clients, en fait, vont agencer de manière, en fait, différente pour répondre selon leurs besoins. Selon leurs besoins. Et donc, par rapport aux besoins, ça peut être de la talent acquisition. Typiquement, ils sont branchés à plein de systèmes qui contiennent des profils site carrière, job board, email, etc. En pièce jointe, CV scanné, par exemple, sur un forum. Donc, ils vont centraliser l'information, la traiter et puis la renvoyer dans le récit RH. Ça peut être un case study sur la mobilité interne. J'ai des profils, des offres d'emploi et je veux faire un matching en interne pour permettre, en fait, à mes talents en interne d'accéder aux opportunités cachées. Ça peut être, j'ai envie de faire des statistiques sur par exemple, ma workforce pour savoir aujourd'hui, en tant qu'entreprise, quels sont mes points forts, quels sont les métiers sur lesquels j'ai besoin de former les gens, ou quelles sont les compétences que j'ai au sein de mon organisation. Et là, en fait, on va se brancher au vivier, traiter la donnée, et ensuite se connecter à des outils, par exemple, comme du Microsoft Power BI, du Tableau, pour leur permettre, en fait, d'afficher des statistiques pertinentes. Donc, en fait, c'est vraiment des pièces de puzzle et on peut faire avec ce qu'on veut compte tenu de son cas d'usage. C'est intéressant. Et vous utilisez un petit peu des boolean search ou c'est un peu plus up que les boolean search? Ouais. En fait, par rapport à tout ce qui est, disons, la recherche booléenne, elle peut faire elle a du sens. Par exemple, la brique searching, c'est la seule brique qui contient un peu une partie booléenne. Et donc, par exemple, la partie booléenne, elle est intéressante par rapport à des critères qui vont être stricts. Par exemple, aujourd'hui, si je cherche, par exemple, à recruter pour quelqu'un, pour une mission rapide dans le McDo, par exemple, un McDo du coin, la personne, elle va chercher, par exemple, quelqu'un qui va être à 3 km, à 4 km. Et donc, ça, c'est un critère. On n'a pas besoin d'intelligence, en fait, artificielle. J'ai besoin la formule du rayon pour calculer le rayon avec le cosinus ou l'arcosinus et pas plus. Et donc là, c'est booléen. Donc, en fait, booléen, c'est ce qui est strict et qui est obligatoire. Par contre, en fait, il y a tout un tas de choses sur lesquelles le booléen peut être contre-productif. Et c'est ce en tout cas, on combat aussi avec la partie searching. Typiquement, aujourd'hui, si je dis que je cherche quelqu'un qui fait du digital marketing, si quelqu'un a fait du e-marketing, il doit ressortir, en fait, typiquement. Donc, j'ai pas besoin de chercher la personne exacte. Si quelqu'un, en fait, en tout cas, a des compétences proches de ce que je cherche, la personne doit ressortir. Par contre, par exemple, je donne un exemple de booléen tout bête, un booléen que je trouve moi extrêmement, en fait, en tout cas,
dommageable, c'est les booléens du type je cherche quelqu'un qui a 3 ans d'expérience. Donc pourquoi 3 ans, pourquoi pas 2,9, pourquoi pas 2,95 ou 2,99. Donc ça c'est des booléens en fait qui sont extrêmement discriminants en fait malheureusement et qui desservent qui desservent. Mais la raison pour laquelle en fait on s'appuie en tout cas sur la plupart des recruteurs s'appuient sur les booléens, c'est pas une limitation d'approche, c'était plus une limitation dans les outils en fait qui sont utilisés. Exactement. Et qui sont qui leur proposent pas autre chose, qui n'étaient pas aussi intelligents, et donc ils vont demander aux recruteurs de tester toutes les combinaisons possibles et imaginables, alors qu'aujourd'hui un recruteur ou une recruteuse qui cherche quelqu'un, en fait il cherche quelqu'un de recrutable. Et c'est ce qu'on va l'aider à faire. Je peux donner peut-être un autre exemple assez marrant par rapport à la question des pourquoi les booléens sont pas bons et pourquoi ça introduit en fait les biais. C'est l'exemple par rapport à la langue. Il y a pas très longtemps, on a commencé à travailler avec une entreprise qui était dans le secteur de l'IT et on s'est rendu compte, par exemple, lors de l'apprentissage des modèles, que 95% des CV qui étaient de Java développeurs étaient des CV en français, en fait. Et aujourd'hui, par exemple, moi, en tant que développeur et en tant que personne qui recrute, au fait, des développeurs, aujourd'hui, un développeur qui ne m'envoie pas son CV en anglais, je me poserai la question, en fait, à quel point il est bon et pas l'inverse, en fait. Donc, ça susciterait un doute. Pourquoi? Parce que un développeur qui code, ses noms de fonctions sont en anglais, ses noms de variables sont en anglais, son code est documenté en anglais. S'il veut faire de l'open source, en fait, il a besoin que son code soit en anglais. Et donc, pour moi, un développeur qui fait pas un CV en anglais, c'est un développeur qui est pas si international que ça, qui code dans son coin ou qui est extrêmement, en fait, donc junior. Et de là à avoir 95% de sa base de données de Java développeurs en anglais, c'est qu'il y a un vrai problème. Moi, tous les Java développeurs que je connais qui sont bons, en tout cas qui ont leur CV par exemple en anglais. Et la raison, en fait, quand on a creusé pour voir qu'est-ce qu'il y avait derrière, en fait, c'est tout simplement parce que les chasseurs de tête qui allaient chercher ces profils, ils allaient les chercher sur des CVTech. Et sur une CVTech, quand on tape, par exemple, Java ingénieur, j'ai mon Siri qui me répond. Il est en train d'anticiper les prochaines recherches. Donc en fait, en fait, on s'est rendu compte que, en fait, il tapait des mots comme Java, ingénieur Java, et donc comme la requête était en français, bah, ça discrimine de facto toutes les personnes qui avaient rédigé leur CV dans d'autres langues, mais qui sont tout autant en fait compétents et qui peut-être même parlent la langue. En fait, ils ont même marqué French sur leur CV. Et donc, par exemple, nous, en fait, en utilisant notre moteur, non seulement on va s'adapter, on va comprendre, essayer de comprendre pour éviter au maximum les biais quand je parle de la partie recherche, et ça va permettre, en fait, de chercher dans toutes les langues. Donc, aujourd'hui, que j'ai mon CV en français, en anglais, en arabe, en fait, en chinois, si j'ai la compétence, ça donne exactement le même résultat. La même valeur. Merci beaucoup pour ce partage. Et ça me parle beaucoup parce que j'utilise beaucoup de formules booléennes pour trouver mes candidats, mais à une échelle beaucoup plus artisanale, pas comme vous et vos clients. On a une question de Hamed Lemine Gawad qui nous dit que pouvez-vous nous parler en tant que président d'entreprise Reminder les critères d'embauche plus sélectifs à part le cursus académique pour les jeunes diplômés? Par rapport aux critères d'embauche, de manière générale ou Je pense que c'est de manière générale, je pense. Je pense que de manière générale, tout dépend en fait des entreprises et tout dépend du poste sur lequel en fait on postule. Par exemple, quand on postule sur un poste qui est très technique, par exemple développeur, souvent on est amené à effectuer énormément de tests. Par exemple, des tests techniques, des tests de code, des mises en situation, par exemple. Ça, je parle vraiment de l'étape des entretiens, c'est-à-dire qu'il y a déjà une présélection, en fait, par exemple sur CV, une recommandation HRflow
qui précède. Et pour en tout cas rattacher la personne sur la bonne offre d'emploi. Et donc, en général, il y a des interviews qui vont mettre le candidat en situation. Quand il s'agit au fait de postes qui vont être commerciaux, donc les postes commerciaux, pareil, il y a des mises en situation qui vont être faites. On peut faire des role-play, par exemple, avec les candidats. Par exemple, nous, quand on essaie de recruter un commercial, en fait, on va lui fournir un minimum d'informations sur un produit et ensuite, on va lui demander de nous le vendre. On va se mettre un peu dans la peau des DSI et des DRH pour essayer de l'acheter. Et puis, il y a des métiers, au fait, qui sont plus compliqués, je dirais, à recruter. Par exemple, c'est tout ce qui est produit. C'est extrêmement difficile en tout cas de recruter les gens sur cette partie-là. Et c'est là où, par exemple, nous, on utilise en fait énormément HRflow sur ce métier-là, parce que c'est un métier qui est très atypique, très divers et varié. Ça demande que la personne soit extrêmement en fait polyvalente, et il n'existe pas vraiment, en fait, en tout cas de critères un peu explicites et clairs qui permettent, ni de processus d'évaluation extrêmement simple qui permet d'évaluer les personnes par rapport à ce type de métier. D'accord. Et il y a Mohamed Lamid qui précise que c'est chez Reminder. Il veut savoir les critères de sélection chez Reminder. Pour quel poste exactement? Mohamed Lamid, je sais que c'est un développeur. Mohamed Lamid, vous pouvez peut-être préciser pour quel poste? D'accord. Donc peut-être si les développeurs, c'est peut-être pour un poste de développeur. Donc pour un poste de développeur, en fait, c'est très simple. En fait, il peut aller sur hrflow.ai/carrière. Il a juste à glisser, déposer son CV. Donc c'est en 2 secondes s'il a en fait un CV. Il arrive au fait chez nous. En fait, en arrivant en fait chez nous, en fait, on aura un scoring de son profil par rapport à tous les postes qui sont ouverts chez nous. Donc, non seulement on va considérer son profil par rapport au poste sur lequel il se positionne, mais sur l'ensemble en fait des postes. On a notre brique reasoning qui va nous permettre de souligner sur le CV de Mohamed Lamine les points forts, en fait, les axes en fait d'amélioration. Et ensuite, on va lui passer, si en tout cas il a des postes sur lesquels il peut se positionner, on va lui proposer en fait un entretien assez rapidement, donc en général en fait le lendemain en fait ou le jour même, où on va commencer au fait à évaluer les axes d'amélioration. On va vraiment chercher au fait les points d'amélioration pour voir quelle est sa capacité d'apprendre et de progresser rapidement. Et donc ça va passer par des tests et des mises en situation. Donc il y a trois entretiens en général, et les 3 entretiens sont espacés chacune d'une semaine, avec des livrables attendus. Donc on fait pas par exemple, je ne fais jamais de tests sur place parce que moi, je trouve que c'est peut-être stressant pour les gens, et je trouve que c'est pas bien. Par contre, en fait, souvent en fait, on va tester une personne sur une problématique avec laquelle elle est peut-être pas très très à l'aise, et on va lui donner à peu près 1 semaine pour voir comment elle évoluera sur cette semaine. Est-ce qu'elle s'est posé des bonnes questions? Est-ce qu'elle a bien cherché sur Internet, et donc il y aura un livrable final. C'est surtout le mindset, en fait, l'évolution de la personne que vous allez... Exactement. Ouais, c'est vraiment la dérivée qui compte, et pas la valeur de la fonction à l'instant T. Top. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications. Si vous avez des questions, c'est le moment de le poser à Monsieur Saïf. En tout cas, on était très honorés de vous avoir aujourd'hui. Cet échange était très enrichissant. Déjà pour ma personne, en tant que recruteur. En tant que futur client. Je l'espère, en tout cas, un futur client. Et je trouve que c'est très intéressant ce que vous avez expliqué, et le fait même que vous appliquez votre propre processus que vous vendez, c'est intéressant. Parce que beaucoup souvent, des personnes vendent des choses et ne l'appliquent pas en interne, parce que c'est en connaissance de cause parfois. Et vraiment, on est très très content notre concitoyen mauritanien qui réussit à l'international et qui fait la fierté de la Mauritanie. Donc, on est très content de vous avoir aujourd'hui, et merci beaucoup. Et le mot de la fin vous revient. Si on n'a pas des questions,
des auditeurs qui sont là aujourd'hui. Très bien. En tout cas, moi, je vous remercie aussi pour l'invitation. C'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et je salue beaucoup, au fait, l'initiative qui clairement manquait, je pense. Si. En tout cas, moi, je vous ai suivi. En fait, j'ai déjà suivi quelques épisodes avant de savoir que je C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, au plaisir vraiment d'échanger autour d'un thé, cette fois-ci physiquement, avec les masques, peut-être. Donc, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Seif. Merci à nos téléspectateurs. Je reviens vers vous d'ici 1 heure pour notre deuxième invité. Ce soir, exceptionnellement, on a 2 invités. Et donc, voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. À tout à l'heure. Merci. Au revoir. Au revoir.